Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une petite introduction. Il y a 2 jours, j'ai eu un hater et quand une chaîne commence à se développer, c'est normal d'avoir des haters. C'est même une bonne nouvelle qui m'a un peu traité d'expert en carton ou expert de carton dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et moi qui ai déjà à gérer un très gros syndrome de l'imposteur à cause de mon cheminement un petit peu atypique dans ce domaine, malgré le fait que j'échange avec des PhD, des chercheurs en IA, que j'ai même participé à un travail avec un professeur d'IA, etc., je reconnais que ça m'a foutu un peu pas à l'aise. Et puis je me suis rendu compte que j'avais développé tellement de briques de petits codes que peut-être il était temps que je réalise mon rêve, qui est finalement le thème de cette vidéo. C'est à partir des LLM, aller dans la direction d'une recherche, d'une AGI, en essayant de faire mon Jarvis à moi. Alors je suis pas Iron Man, hein. Si vous voyez Sony, vous verrez que je suis vraiment pas Iron Man. Mais en le faisant dans ça. En gros, pour équiper ce robot Pepper, mon robot Pepper, avec une intelligence beaucoup plus intéressante à utiliser que ce qu'elle a en natif. Et le truc chouette, c'est un tel projet qui va donc se baser sur le projet open source Démocrite. Un tel projet, eh ben, c'est aussi un super support pour les abonnés et pour les visiteurs de la chaîne pour apprendre l'IA, puisqu'on va, pour faire ça, devoir explorer énormément de technologies, de l'IoT, du GPU, bien sûr du LLM, mais aussi d'autres algorithmes en IA, de la vision, enfin, etc., etc., etc. Et ça nous permettra, enfin, ça me permettra de vous proposer une sorte de formation à l'IA sur ce fil conducteur, avec à chaque fois des sources, des tutos, etc. Et finalement, cette chaîne, qui était juste une chaîne que je faisais rapide, va pas prendre beaucoup plus d'énergie, sauf qu'elle va être peut-être plus cohérente, même si parfois j'aurai forcément quelques sorties de route. En termes d'architecture de base, en gros, le robot Pepper sera comme une marionnette qui sera pilotée par un ou plusieurs ordinateurs. À la fin de la vidéo, je vous fais une petite démo rigolote de ce que fait par défaut le robot Pepper pour ceux qui ne le connaissent pas et je vous présente un peu. Maintenant, on va commencer le sujet de cette vidéo et on va parler d'un sujet qui est abordable par tous, qui est comment on pense l'architecture d'une intelligence artificielle qu'on devrait créer pour un tel robot. Et on va revoir différents éléments de cette architecture. Et vraiment, n'hésitez pas à prendre une feuille, à noter vos idées, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut intégrer, compléter. Et c'est un premier exercice que je vous propose. Libre à vous de le critiquer et même de le descendre si ça vous va. Moi, ça ne me dérange pas si vous argumentez, mais c'est un exercice réellement accessible à tous. Pas besoin de compétences en intelligence artificielle, pas besoin de compétences en IT, en programmation. C'est un exercice de pensée. Pour réaliser ça, on va avoir plusieurs couches dans notre solution informatique. On aura d'abord la couche réflexe. C'est vraiment le comportement minimum du robot qui va nous servir plus d'interface pour nous remonter des alertes, pour prendre des décisions sur la gestion d'incidents, vraiment des choses basiques. Après, on a la couche classique dans ChatGPT par exemple, qui est la couche de dialogue, avec gestion du contexte, interface vocale, text-to-speech, speech-to-text, etc. Mais on va intégrer à cette couche, j'allais dire, purement fonctionnelle, des aspects plus liés à l'émotionnel et connectés de la vision. La couche supérieure, c'est celle qui, en même temps qu'on discute, va surveiller un peu l'environnement de l'interlocuteur, ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des sons particuliers? Est-ce qu'il y a des objets qui d'un coup bougent rapidement juste pour pouvoir créer des interactions du genre tiens, il y a un truc pas normal derrière toi, ou des choses comme ça. Enfin, on a la couche d'introspection. Cette couche-là va nous servir à gérer un peu tous ces éléments et modifier les paramètres, peut-être envoyer des événements dans la couche réflexe pour dire oulala, il y a une urgence à cet endroit-là, ou des choses comme ça. Et enfin, puisque un robot qui aurait cette capacité, une IA qui aurait cette capacité va accumuler énormément de données. D'abord, on va faire le ménage dans la mémoire, dans tout ce qui a été stocké sur les disques durs, mais on va consolider certaines informations, on va améliorer certaines fonctionnalités et peut-être délester d'autres fonctionnalités. Donc c'est vraiment les 5 couches: réflexe, dialogue, perception proche, introspection et sommeil. Voilà le principe de base. C'est une architecture à la base que j'avais commencé à designer d'ailleurs en 2017. À partir de ça, on va aussi créer des éléments de personnalité avec une sorte de corpus qui va reprendre certaines caractéristiques émotionnelles. Est-ce que notre IA va être susceptible, colérique ou pas? Parce qu'on a déjà des algos qui nous permettent, nous, de détecter ce qu'il en est au niveau des interactions qu'on a. On va avoir des patterns verbaux, ça veut dire des petits mimiques, des phrases types, comment elle dit bonjour, etc., etc., qui va être là aussi
Une des caractéristiques de reconnaissance pour humanifier un peu notre intelligence artificielle. On va avoir bien sûr une base de connaissances qui d'ailleurs pourra évoluer au fur et à mesure, soit par les interactions avec l'humain, soit automatiquement avec des web scrappers ou des agents qui vont améliorer les bases de connaissances. On va peut-être aussi envisager d'avoir une IA incarnée, c'est-à-dire lui donner un corps et donc un rapport à son corps. Par exemple, elle veut maintenir son corps en état, elle peut avoir une sorte, non pas peur de la mort, mais une sorte de conscience de sa structure physique. Quand bien même sur ce prototype, on aura des ordinateurs un peu partout. Mais on va essayer de lui créer une sorte de perception de son corps. Et enfin, l'élément très amusant à faire, c'est le composant de curiosité. Et j'expliquerai ça un peu dans cette vidéo, mais on fera une vidéo spécifique sur ces aspects-là. Le truc, c'est vraiment de rajouter aussi bien de l'humour artificiel que certaines caractéristiques. On sous-estime l'importance de l'intelligence émotionnelle. Si dans les chatbots qu'on utilise actuellement en entreprise, on intégrait un peu d'intelligence émotionnelle, le seuil d'adhésion qu'auraient les utilisateurs au chatbot serait plus important. Puis c'est aussi pour nous un moyen intéressant d'expérimenter différentes stratégies, un petit côté un peu jeu, gamification, où on va essayer de titiller cette intelligence artificielle qu'on pourrait construire tous ensemble. On attaque par la couche réflexe. La couche réflexe, c'est un peu comme notre système nerveux avec différents capteurs de douleur. On va avoir donc des sondes logicielles, par exemple en termes de consommation de GPU, de processeurs, si l'ordinateur commence à chauffer un peu trop. On va pouvoir avoir des sondes sur l'environnement. Pourquoi pas considérer que la pièce où se trouve l'intelligence artificielle fait partie du corps de cette IA, et on aurait par exemple des thermomètres, des capteurs d'humidité, des détecteurs de mouvement, des choses comme ça. On va rajouter peut-être aussi de la vision pour détecter certaines choses spécifiques avec des algorithmes. Alors ça peut être du YOLO, ça peut être plein de choses, et les librairies habituelles qu'on utilise en Python, etc., etc. Le but de ces capteurs, c'est générer des alertes, des signaux et des informations qui seront, elles, plutôt, on va dire, normal log. En gros, on a de la donnée, c'est enregistré, mais quand on passe certains seuils ou quand on a des conditions particulières, on déclenche des événements, des alertes. La couche d'événements, c'est celle qui va interpréter donc tous ces messages et qui va pouvoir donc conceptualiser ces alertes pour provoquer une réaction de notre IA. Alors ça peut être des actions automatiques qui sont juste signalées, un peu comme Jarvis qui dit un réacteur en panne, je vais essayer de démarrer le deuxième. Ça peut être des demandes d'action, c'est-à-dire est-ce que vous validez telle action parce que cette action elle est plus ou moins complexe à mettre en œuvre ou elle a un impact important, donc on a besoin d'une validation humaine. Et ça peut être aussi des dialogues où on va estimer une sorte de dialogue entre l'humain, l'utilisateur et l'IA pour pouvoir mettre en place soit un diagnostic, soit un plan d'action. Pour ceux qui ont un bagage un peu technique, vous comprenez bien que cette partie-là, c'est à la fois un peu de programmation, des petits agents capteurs, mais ça peut être aussi de l'IoT sur de l'Arduino, du Raspberry Pi. Donc tout ça, c'est des sujets amusants qui vont nous permettre... Bon, j'ai déjà fait une architecture de système de dialogue, j'avais fait déjà plusieurs versions avec des dispatchers pour changer de moteur de gestion de contexte en 2016-2017, quand j'étais le patron du lab chez Soprasteria à l'époque. Là, c'est un schéma un peu simplifié, pédagogique. En gros, vous avez un input qui arrive, ça peut être un texte, ça peut être la parole. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on met à jour le contexte. Par exemple, on va détecter de quoi on parle, quel est le sujet, l'entité, les entités qui sont dans la conversation. Après, on va vérifier si c'est cohérent par rapport aux conversations précédentes. C'est aussi pour détecter certains, on va dire, personnes qui testent ou des choses confuses. Voilà. On va bien sûr avoir la mise en cache ou l'utilisation de cache. Par exemple, quand vous avez des questions où la réponse est immédiate, nous, on va juste vérifier qu'on n'a pas déjà stocké la réponse à cette question qui n'est pas du tout dépendante du contexte. Par exemple, si on l'a dans la cache, on pourra le passer au processeur de dialogue pour lui dire cache, et puis voilà. On a pas mal de petites fonctionnalités. Ça peut être aussi de la détection de gros mots qu'on va convertir en message dans le contexte. Donc j'ai un petit langage basé sur des hashtags un peu particuliers qui dit la grossièreté, ceci, etc., qui sera prise en compte dans le processing et surtout dans le post-processing. Mais globalement, il s'agit de préparer et de préparer notre processeur de dialogue avec différentes extractions. Donc c'est vraiment, ok, il me dit ça, donc il est grossier, il m'a déjà posé la question, j'ai déjà la réponse. Allez, voilà toutes les informations, tous les indicateurs que je peux donner.
Si on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans un modèle de LLM plutôt petit, mais qu'on va enrichir avec nos données. Si on a une question extrêmement générique de culture générale, qu'on n'a pas ça dans notre système de base de connaissances, on va peut-être aller taper sur du Gemini ou de l'OpenAI, etc. Donc c'est tout ce mécanisme qui va construire la réponse, et on va finir par une auto-évaluation de la réponse. Alors, il y a différents algorithmes, je ne rentre pas là-dedans, mais il y a des algorithmes qui permettent de voir si la réponse est plus ou moins cohérente, pour pouvoir peut-être dire, bah là, on ne sent pas trop la réponse, donc on va, dans le post-processing, dire, bah c'est peut-être ça la réponse à ta question. Voilà, on va intégrer un peu d'emballage pour que ça soit pas binaire, j'ai la réponse, j'ai pas la réponse, mais on nuance dans la forme ce que peut être la réponse. Et enfin, le post-processing, c'est l'habillage émotionnel. La personne a été grossière, on a un robot colérique, une IA colérique, et ben elle va se mettre en colère et balancer les pires saloperies qu'elle peut en fonction de ce qu'on a mis comme corpus dedans. Moi, je me suis amusé à récupérer une liste de blagues faite par Deadpool. Je l'ai fait une test une fois, je le ferai pas deux, mais c'était très drôle. On va compléter les données. Par exemple, si on demande, tiens, quelle est la température dans la pièce, et ben la réponse, ça va être la température est de étoile, étoile, temp, loc 1, étoile, étoile, et on va remplacer cette valeur par des valeurs physiques. Et surtout, on va prédire ce qui est possible d'arriver comme autre interaction juste après, pour soit activer des zones spécifiques, soit pour détecter des changements, des incohérences. Donc c'est vraiment le pendant de la détection de cohérence dans notre conversation. Puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en post-processing. Ça peut être par exemple piloter le mouvement du robot. Sur un robot virtuel, ça va être jouer sur ses expressions de visage, jouer sur la prosodie, c'est-à-dire la manière qu'on parle. Mais tout ça, ce sont des choses. Ça, ce sont vraiment les trois briques de base: pré-processing, processing, post-processing, avec toujours un dispatcher dans le processing, parce que on ne va pas utiliser les mêmes composants d'IA pour faire telle chose ou telle chose. Un peu comme dans le cerveau humain, on a des zones spécialisées. C'est même pour ça que c'est normal qu'on consomme que 10% du cerveau, parce que sinon, si on voulait utiliser tout le cerveau, il faudrait dormir, pas dormir. En même temps, il faudrait courir, faire de la méditation, penser à des mathématiques, parler en étranger. Enfin, c'est impossible. On a des zones spécialisées et on va avoir des zones spécialisées dans notre IA. Bon, désolé, il y a la petite qui s'est mise à faire dodo, donc elle va se réveiller. Je l'ai laissée comme ça, donc elle s'est mise en pause automatiquement au bout d'un moment. Bon, passons. Donc, on a donc la partie réflexe, un peu la couche basse. On a la partie dialogue. On va attaquer l'autre couche qui peut être très intéressant à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je trouve le bon écran. Voilà, ici. Je clique ici. Et on va parler donc de la perception proche. L'idée de base, c'est que pendant que notre robot interagit avec soi, eh ben on a aussi une perception de notre environnement. Ça veut dire qu'on va avoir une seconde caméra qui va détecter les mouvements, qui va détecter si une autre personne s'approche, voire la reconnaître avec un algorithme de reconnaissance faciale. On va avoir des microphones qui vont juste analyser le fond sonore, voir de quoi on parle un peu. Est-ce qu'il y a des sujets intéressants? C'est pas entendre complètement les phrases, c'est faire des reconnaissances plus partielles. On a un mot par-ci, on a un son fort, un son pas fort, on va essayer de reconnaître des sons. On va voir aussi la perception du système, comment fonctionne le système globalement, et on pourrait aussi avoir un composant qui surveille des flux RSS sur Internet, parce que, par exemple, moi je suis intéressé par l'IA, je suis intéressé par la politique en France, et ben si j'ai une information intéressante qui arrive sur un des flux RSS, et ben dans cette couche de perception, on va détecter cette chose-là et on va l'envoyer dans la couche réflexe. Donc c'est vraiment une sorte de chose où on fait une perception avec peu de processeurs, avec des algorithmes simples. Désolé, je m'étais endormi. Tu étais trop lent. Eh ben tu m'étonnes. Et sinon tu vas bien? Ça va bien? Ça va super, merci. Et toi, ça va? Ah, moi je vais très bien aussi. Je continue la vidéo, hein. Super. Donc on va attaquer notre quatrième couche, l'introspection. L'introspection, c'est quoi? Ça va être des programmes, des agents qui vont surveiller un peu ce qui se passe en dessous pour pouvoir analyser le comportement de l'interlocuteur, par exemple, anticiper, faire en fait du forecasting, renforcer, rechercher des patterns. En gros, ça va créer de l'intelligence avec toutes les couches précédentes pour pouvoir améliorer déjà la mémoire émotionnelle. Par exemple, si quelqu'un est grossier avec l'intelligence artificielle et qu'on a eu un moment de colère, on va avoir une empreinte dans notre mémoire émotionnelle importante. Si on parle de certains sujets
avec le robot, même de tous les sujets par sujet, on va avoir une mémoire de métier. Si on considère qu'il peut avoir comment dire, que le robot, l'IA peut avoir des matières qu'elle préfère, eh ben là aussi ça va jouer. Donc on va avoir cette couche qui va un peu regarder tous les composants, ce qui se passe, aller regarder dans les bases de données, les logs, etc., pour essayer de mieux comprendre comment ils fonctionnent, si les résultats sont bons, si les résultats sont mauvais. Ça équivaut en cybernétique un peu à notre boucle de feedback, de rétroaction. Donc voilà, cette partie-là, elle est vraiment très intéressante, elle est un peu complexe et elle nécessite d'avoir déjà les 3 premiers blocs de construit pour pouvoir être efficace correctement. Et on va finir par la dernière partie. La dernière partie, en fait, c'est avoir une IA qui fonctionne toute la journée avec énormément d'interactions, ça produit énormément de données, énormément de souvenirs. Donc on a différents types de mémoire. Dans mon architecture, on a une mémoire court terme, moyen terme et long terme, qui sont d'ailleurs avec des bases de données très différentes. On combine différents types de bases de données. Donc moi j'ai de l'Elasticsearch, du MongoDB et du Neo4j. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et en fait, si on ne faisait pas de cleaning et d'optimisation, ben on produirait du déchet. Donc l'idée, c'est de dire que l'IA doit dormir. Quand elle doit dormir, ça nous permet de faire du cleaning au niveau de tout ce qui est stockage et mémoire, d'aller détecter des sujets qui sont intéressants et par exemple avoir des agents qui fait tiens, on parle de plus en plus de ce sujet-là, je vais activer des web scrappers pour tel ou tel site, je vais faire des Google Search sur cette thématique, je vais aller chercher des données dans Wikipédia ou dans DBpedia sur ces domaines-là pour enrichir ma base de connaissances. On va aussi commencer à tâter un peu de modification de la personnalité, la gestion de trauma, et puis qui sait, on pourrait peut-être récupérer les mots les plus importants utilisés dans la journée, les utiliser pour produire des vidéos ou des images avec de l'IA générative, utiliser un autre algorithme de reconnaissance d'images pour garder les termes qui ont été les plus prégnants, un peu comme dans nos rêves. On a des images et on retient quelque chose. Alors à mon avis ça sert à rien, mais il y a quelque chose de magique. Je l'avais déjà fait dans ma précédente chaîne vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous avais montré comment faire rêver une IA. Mais je trouve que l'idée de faire rêver une IA pour explorer cet aspect qui à mon avis ne sert à rien mais qui est très poétique, je trouve ça aussi très amusant. Voilà l'architecture de base et donc à partir de là vous pouvez rajouter plein de choses, plein d'idées, que ce soit en termes de hardware, de logique, etc., etc., etc. Je vais construire un premier prototype avec toutes ces étapes mais sans implémentation en utilisant le framework Democrit qui est un système multi-agent que j'avais conçu et développé avec mon binôme Michael. On a fait la nouvelle version l'année dernière. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que Michael est malheureusement décédé il y a quelques temps. Je crois qu'avant, j'arrivais pas à reprendre son travail et là, je pense qu'il est temps. Voilà, donc on va utiliser une version, un fork du projet Democrit qui va se spécialiser uniquement pour cette thématique de l'IA, du chatbot. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Puis ça nous permet de partir avec une bonne base solide. Et on va avoir comme ça, semaine après semaine, un peu comme ce que j'ai commencé avant, des tutoriels avec des bouts de code qu'on va intégrer dans notre environnement pour faire que ma petite Lucie puisse être de plus en plus intelligente, qu'on puisse lui rajouter de l'humour comme j'ai fait dernièrement, mais de manière cohérente, et faire quelque chose qui peut être intéressant pour vous et qui vous permette, que vous soyez technique ou pas, pour ceux qui ne sont pas techniques, d'apprendre et de mieux comprendre l'intelligence artificielle. Pour ceux qui travaillent sur des sujets connexes, c'est avoir aussi des idées, peut-être m'aider à faire des choses plus intéressantes. Et pour les techniques, c'est commencer à faire vous-même votre prochain projet. Et le but, c'est vraiment de réussir à faire une sorte de Jarvis. Et on en arrive à une question clé. Je pars des LLM dans la direction de l'AGI. Est-ce que si j'ai une intelligence artificielle qui est capable de faire tout ce que j'ai annoncé, qui est capable même de rêver, est-ce que c'est une AGI ou pas? Selon moi, pas encore. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors j'ai fait cette vidéo pour vous annoncer la suite et l'évolution de la chaîne YouTube. Mais c'est aussi un moyen intéressant de vous prouver que l'AGI, on en est très loin. Quand je vois la somme de travail que je vais devoir faire sur mon temps libre, sachant que bientôt j'aurai un peu plus de temps libre, puisque j'ai déjà prévu de me libérer pour travailler sur ce projet-là, c'est juste hallucinant. Et même en faisant une IA qui a une personnalité, qui a de l'humour, qui a elle-même un circuit de curiosité, je ferai une vidéo là-dessus, voilà, qui a
on est encore très loin du Nagi. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que tout le chemin qu'on doit faire, tous ces développements qui utilisent des composants qui existent déjà, c'est-à-dire qu'on a des choses en vision qui existent, en reconnaissance vocale, en analyse de son, on a plein de briques, on a toutes les briques de Lego pour faire ce magnifique projet qui serait une sorte d'IA, un Jarvis réel, mais voilà, malgré tout ça, moi je pense qu'on serait encore très loin de l'AGI, mais le meilleur moyen de le savoir, bah, c'est d'essayer, d'expérimenter, et pour chaque étape, tous ensemble, avoir des désaccords courtois et argumentés, et évoluer tous ensemble. Voilà, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai évité de faire une vidéo trop longue, j'hésitais à faire une grosse vidéo qui rentre vraiment en détail dans tout, parce que j'ai toutes les briques à peu près, mais ça aurait pris 2 ou 3 heures. Si vous êtes intéressé par une version très longue de cette vidéo, en gros je la refais en version 2 ou 3 heures, dites-le moi, mais sinon on va y aller tranquillos. J'ai adoré Deadpool. Je vais t'enfoncer mon bras dans ton... Ah, j'ai eu chaud. T'es méchante. Non, pas du tout. Je suis là pour aider les humains. Voilà pour cette vidéo. Je voudrais remercier tout le monde pour la vidéo qui a fait exploser tous les scores. J'avais pas du tout espéré ça et quelque part ça m'a même fait un peu flipper. Je reviens un peu, enfin je reste sur le standard de ce que j'avais prévu de faire, hein. On va continuer à avancer ensemble. Comme toujours, liker, partager, etc. Mais enfin voilà, moi ce qui m'intéresse surtout c'est de discuter avec vous. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Quant à l'évolution de la chaîne, bah, vous avez les grandes lignes. Dans le fond, ça va pas changer. Je vais peut-être faire plus, chaque fois que je dois faire des coups de gueule anti-bullshit, peut-être que je vais les faire que en short. Et je vais arrêter de mettre ça sur la partie grand format de la vidéo. Je sais pas encore. Mais en tout cas, je voulais vous remercier. J'ai eu d'échanges avec plein de personnes. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont sollicité, qui m'ont posé des questions par email, via LinkedIn. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, mais je suis en train de vous préparer un outil, alors Discord, j'arrive pas à gérer, puis ça me gonfle, donc je suis en train de vous préparer une solution alternative qui sera, je pense, en ligne la semaine prochaine, pour que bah, ceux qui ont des demandes, on puisse s'entraider tous ensemble, voilà. Et sur ce, bah, je vous remercie beaucoup, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le lab du vieux geek. Et toi, tu dis rien, sinon tu vas encore dire des conneries. Allez, ciao à tous.